Comment tu fais ton classement de livres chez toi? Ben, ça commence à chaque déménagement par un alphabétique Ah, d'accord. que l'on respecte, Oui. si ce n'est que j'écarte quand même, je distingue les essais et les romans. Ah, d'accord, c'est un petit Donc peu ce comme sont ça. deux classements. Les essais sont dans une pièce qui est le bureau et les romans sont dans le salon, en quelque Ah, sorte. d'accord. Oui. Évidemment, cet alphabétique se perd. Alors une question, c'est ce qu'on fait des livres de la génération antérieure. C'est une question. Certains me présentent les choses d'une manière qui est trop respectueuse Ah, de la génération antérieure. Ça veut dire qu'ils conservent scrupuleusement la bibliothèque du père telle qu'elle est. Et alors souvent ça débouche alors sur une discussion où je leur dis, mais tu sais, quand ton père a fait cette bibliothèque, eh ben c'est lui-même qui s'est en quelque sorte donné à travers ses livres, donc il n'y a pas de raison que que tout l'espace soit consacré à ce que ton père a pu lire ou rassembler. Il faut que tu donnes la place principale à tes propres lectures. Tiens, tu as un nom, Swal. Oui. Il vient d'où ce nom? Alors, Soile, la famille Soile vient de Tournai-Valenciennes, Oui. et on me dit que la soile est une manière de dire la farine en picard. En Picard. Et donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut s'orienter. Et puis alors il se fait que près de Anu, ce qui n'est pas le même coin, Anu c'est plutôt la SB, Anu il y a une rivière qui s'appelle la Soile. Rivière est un grand mot, mais en tout cas un tout petit cours d'eau. Donc voilà deux origines possibles. Et puis bien sûr, soil en anglais, hein, donc c'est le sol. Mais pour l'essentiel, donc la famille vient de Tournai. Donc ce serait plus du côté Picard. Et c'est du côté Picard que l'essentiel. Et alors évidemment, quand j'ai des soiles qui se sont amusés à faire l'arbre généalogique, et alors figure-toi qu'en remontant l'arbre, c'est une petite confidence, après 3 ou 4 générations, on tombe sur de Créancourt. Ah, voilà. Oh, d'accord. Et voilà, donc c'est le nom initial de Marguerite Yourcenar. Oui. Je n'en tire pas de gloire particulière, mais enfin voilà, le fait est là. Donc il y a des de Créancourt ou des Créancourt que l'on retrouve à Valenciennes précisément. Mais tu parles un peu de la Picard, enfin c'est la Picardie, oui. y compris dans sa dimension française. La semaine prochaine, je reçois Roland Thibault. Je ne sais pas si tu connais Roland Thibault. Non. J'étais à l'école normale avec lui à Malone et il habite, je pense, Élouges. Voilà, qui est dans ce coin-là. Voilà, et Élouges, avec son épouse, il y a des années, ils ont créé la roulotte théâtrale. Tiens. Donc il a une compagnie, il écrit aussi pas mal de choses. Il a été primé ici au parc dans le courant de l'été. Mais donc c'est un homme qui a vécu dans le monde de la littérature pendant toute une vie, toute une carrière. Écriture plutôt théâtrale alors, voilà, avec cette roulotte qui montre l'itinérance. Tout à fait. Donc et Roland, je l'ai retrouvé parce qu'on s'était perdu de vue depuis des années, et ça fait une dizaine d'années qu'on s'est à nouveau refréquenté. Magnifique. Et j'ai le plaisir de le recevoir la semaine prochaine ici. Et donc Élouges, c'est en France. Oui. Non, c'est juste la Belgique, hein, c'est juste, juste la frontière. Voilà. C'est un peu avant Tournai, quoi. Donc tu nais où alors? Alors moi je nais à Bruxelles en 1949. Mon père a quitté Tournai bien plus tôt. Et donc mes parents habitent à Bruxelles. Et je nais bien longtemps après que j'aurais dû naître, puisqu'au fond mes parents se sont mariés en 1937 et je nais en 1949. Et la question, c'est évidemment la guerre qui intervient à l'époque où j'aurais dû très logiquement naître après un mariage qui se consomme en quelque sorte à partir de 1937, mais la guerre étant ce qu'elle est, il y a, je crois, un avortement qui a lieu au cours de ces années-là. Et puis voilà, je nais en 1949 à la Croix-Rouge, ce qui montre une incrustation ixelloise déjà fort précoce, puisque c'est l'hôpital de la Croix-Rouge qui se trouve sur la place Bruckmann. Et voilà. Je suis resté à Ixelles, comme tu le sais, j'habite à Ixelles.
J'ai été professeur à Ixelles, Donc, donc, toute l'enfance à Bruxelles, l'enseignement à Bruxelles, tout à fait. et l'école normale, l'école, tu l'as fait. J'ai fait l'ULB ULB, à d'accord. Ixelles aussi, Voilà, par le hasard d'accord. d'une implantation Donc toujours, oui, d'accord. universitaire. La seule excursion, si je puis dire, ou la seule expatriation loin de Bruxelles, je l'ai faite comme enseignant stagiaire, parce que donc j'ai été, au début de ma carrière, j'ai été enseignant de morale, et donc j'ai été nommé, enfin j'ai été plutôt stagiaire à Morlanway, et avant ça, Ah, Roquet alors. non, c'était l'ITM, c'est-à-dire l'Institut technique de Morlanway. Et il y avait eu un service militaire avant ça? Il y avait eu un service militaire. Tu avais fait un tout à service fait. J'ai militaire. fait le service militaire Ah d'accord. Et dans quelle arme? à la force aérienne, À Florenne? non, À Beaurechin? pas loin, ça s'appelle Safranberg, Ah, je connais pas. et c'est une caserne de formation D'accord. des soldats, parce que je n'ai pas tenu à On est en, faire mention. 69-70 là. On est en 73, En précisément. 73. Il y a eu des sursis qui ont joué. D'accord. Et donc en 73, j'ai fait mon service militaire, d'abord à Safranberg, et puis ensuite Tu à... étais déjà diplômé? J'étais déjà diplômé, D'accord, oui, d'accord. oui. Et j'étais déjà enseignant d'ailleurs. Donc mon Et sursis. tu préférais celui objecteur de conscience là? C'était pas dans ton... Non, curieusement, pourtant j'avais des opinions de gauche, comme tu le sais, mais... Mais non, je ne sais pas, parce que tu m'as parlé prof de morale, et en général, un prof de morale Oui, ne c'est se vrai, forme pas c'est trop, vrai. hein. Il y a eu d'ailleurs des grands noms de ceux qui ont promu l'objection de conscience. Je pense à Jean Van Lierde, qui a même fait de la prison, parce qu'il était promoteur de l'objection de conscience, et c'est quelqu'un que j'ai connu. Mais moi-même, à titre personnel, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je me fonde dans la vie sociale telle qu'elle est. Tu es déjà là-bas sous-officier, tout compte fait. Eh bien non, j'ai tenu à être non seulement à l'armée, mais en plus comme simple soldat. Ah d'accord. Malgré mon diplôme universitaire, Voilà. qui m'aurait permis de... Ah, donc c'est une demande. C'est un choix. Un choix qui a été fait. C'est un choix d'être parmi les gens, de ne pas... Comme j'ai fait, moi je suis resté simple petit caporal. Ah ben voilà, c'est Et déjà même, une affinité de plus que nous découvrons. Mais ça me entre permettait nous. d'avoir plus de facilité pour avoir des congés, parce que les sous-officiers étaient moins nombreux, donc ils étaient plus souvent voilà. de garde. Voilà. Non, moi j'ai commencé à Safranberg et puis j'ai été à Evere. Ah, voilà. Moi j'ai fait ça à la caserne Jérusalem ici. Là. Oui, J'avais fait l'école d'infanterie à Arlon. Et puis Voilà. je me suis trouvé à la carte, mais seulement comme j'habitais Charleroi, j'avais plus facile pour prendre des Prendre des congés, et tout ça Oui. compte hein, quand on se met dans l'armée. Et donc tu as eu de bons souvenirs du service militaire alors. Oui, j'étais dans un petit service, finalement un service technique, mais j'ai apprécié ça. Et je dois dire que j'aime assez, je suis curieux de la rencontre des individus qui ne me ressemblent pas. D'accord. Et donc, étant entouré là notamment de personnes flamandes, langue que par ailleurs je connais assez bien, Oui. ça me plaisait de les fréquenter et d'être comme ça dans une sorte de collectivité D'accord. belge dans toute sa diversité. Et donc tu as déjà la formation d'enseignant, tu te retrouves dans ce milieu-là. Bon, le service militaire se termine. Est-ce que tu as déjà un emploi qui t'attend? Alors, les enseignants de l'État, comme on disait à Oui. l'époque, attendent le fameux télégramme qui leur annonce où ils sont affectés. Stresse un peu ça. Ça, on stresse un peu, tout à fait. Et tout d'un coup, le coup près tombe, le télégramme arrive et on te signale le nom de l'école et le nombre d'heures de cours que tu auras à donner par semaine. Et c'est ainsi que, je ne suis pas du tout le seul dans ce cas-là, mais j'ai beaucoup circulé. Parce qu'au début, on te donne des remplacements, on ne te donne pas une année complète, d'autant plus que ce service militaire s'est arrêté au mois de février. Donc j'ai été à Cours-Saint-Étienne, j'ai été à Waterloo, j'ai été à Dinan, ce qui obligeait à se lever fort tôt le matin. Par les transports en commun? Par le train, Par le train. oui, Bruxelles-Namur, changer de train, Namur-Dinan et être à 8 heures dans ta classe, C'est extraordinaire. prête à recevoir les élèves. Voilà, mais... C'est réalisable. Oui, il suffit de se lever tôt et d'admettre la dureté des bandes dans les trains, dans les petits trains. Hein, c'était pas des TGV. Et là, tu te souviens de ta première classe? Oui,
Oui, donc j'ai fait une partie de ce métier d'enseignant avant même mon service militaire. D'accord. Hein. Mais tu te souviens de ta première classe, ton Alors premier cours voilà, où tu es c'est lâché? ici, à 500 mètres d'ici. Ah, d'accord. C'est à l'Athénée d'Ixelles. J'arrive à l'Athénée d'Ixelles le 1er septembre 1971. C'est pas encore mixte à cette époque-là. C'est pas encore mixte, c'est strictement masculin. D'accord. Je m'approche de la porte d'entrée et le surveillant me dit, monsieur, il me dit pas monsieur, il me dit, file, ton entrée c'est là-bas, parce que comme j'ai un air très juvénile et que j'ai 22 ans, il me prend pour un élève et pas du tout pour un professeur. Pour un scorpion, c'est difficile, ça. Tu ne l'as pas piqué, là. Alors, peut-être que par la suite je l'ai un peu piqué, mais D'accord. comme un Parce scorpion. que tu es scorpion, je pense. Oui, absolument, D'accord. absolument, c'est vrai. Et donc, ça c'était ma première journée à l'Athénée. J'aurais voulu une entrée plus solennelle, ça m'aurait peut-être mieux situé dans l'école. J'ai eu beaucoup de mal cette première année à me vivre comme professeur. D'accord. J'étais dans une... 22 ans et des jeunes élèves. Voilà, voilà. 22 ans et des élèves pas si jeunes que ça, puisque j'avais des élèves jusqu'à la rhétorique, Voilà. qui eux-mêmes avaient souvent 19, 20 ans. Donc il y avait une complicité naturelle D'accord. d'âge entre eux et moi. Oui, cette époque-là, c'était quoi? C'était un an après les humanités, pour être. Ou 2 ans. Oui, 2 non, ans. j'avais fait quand même 4 ans d'université, hein. Ah oui. J'ai un diplôme. De 18, 24, oui, d'accord. Voilà, mais donc c'était 18, 22. C'est vrai qu'il y avait une courte tranche d'âge avec. Très peu, très peu. Et en plus, j'étais, disons, par nature, enclin Voilà. à me considérer comme eux. Je n'avais pas tellement le sens De la distance. de l'impérium Voilà. qui accompagne en principe un minimum. Donc tu as quand même de bons souvenirs de cette première classe, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais qui était quand même, qui aurait pu, de la part du préfet notamment, ou des autorités, quelles qu'elles soient, être mené de manière plus... qui m'aurait placé davantage devant mes responsabilités. Alors imagine le jeune qui arrive maintenant, le jeune prof qui arrive maintenant dans les classes. C'est actuelles. terrible, qui sont évidemment beaucoup plus difficiles qu'à l'époque, et qui mériteraient... Comment vois-tu ça de l'extérieur? Oui. Parce que tu es toujours enseignant maintenant. Non, non. Mais tu as J'ai été enseignant une quinzaine d'années. D'accord. Donc maintenant je ne le suis plus, mais je continue à m'intéresser Au monde de à la question pédagogique et je suis membre d'associations qui s'occupent de pédagogie. Mais donc oui, effectivement, l'accompagnement d'un professeur, alors peut-être que les régents, comme on disait, sont peut-être mieux lotis parce qu'ils sont quand même à l'école normale dans une démarche qui est considérée comme pédagogique, Oui, oui. alors qu'à l'université, Tu as la tu formation. es économiste, Oui, tu voilà. deviens un bon économiste, ce qui n'était pas mon cas, mais c'est possible, mais tu ne deviens pas forcément un bon pédagogue. Pédagogue. Et donc il faut, alors là, heureusement, si tu veux, ma famille maternelle, ce sont des enseignants de génération en génération, ce sont des flamands de Gand qui enseignent le français. Hein, donc c'est D'où cette facilité avec la langue néerlandaise. D'où cette facilité, j'ai parlé mieux le néerlandais que le français jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Mais que toi qui as habité à Knock, tu sais Je suis ce que resté c'est très que... francophone. Moi. Oui, Oui. mais tu avais quand même un minimum de familiarité avec la langue Oui. néerlandaise. Mais enfin, ce qui est amusant, parce que tu soulignes un petit sujet, quand nous sommes arrivés à Knock, on a voulu inscrire les enfants à l'école gardienne. On nous a demandé quelle langue parlez-vous à la maison. Et on répond au directeur le français. Ah, qui dit ouf. Ouf, pourquoi? Parce qu'il me dit on a 2 institutrices à l'école gardienne. Une pour les petits Knockois et une autre pour ceux de Moerkerk, de Ramskapelle et de Westkapelle. C'est déjà un autre parler. C'est vrai, c'est vrai. C'est extraordinaire. Tandis que s'ils n'ont pas encore les notions, on va les mettre. Pas de sujet, ils n'auront pas de difficulté, eux. Donc déjà, incroyable. Et c'est un petit peu, Roel Jacobs nous a expliqué aussi, les parlers, les patois. Intramuros à Bruges, c'est un patois. Tu sors des murailles de Bruges, tu traverses le petit canal qui fait le tour, c'est déjà un autre patois. Oui. Tu veux des Flamands Oui. qui avaient le souci du bien parler. Voilà. Hein, et qui étaient en quelque sorte mortifiés de voir leur peuple se disperser dans des patois qui étaient parfois difficilement compréhensibles. Et ma mère, ma grand-mère, ma grande-tante étaient des enseignants
de français, mais qui parlait un néerlandais le plus pur possible. Mon grand-oncle avait un livre de Lodewijk de Raad qui s'appelait Over de Vlaamse cultuur waarden, à propos des valeurs culturelles flamandes, qui était d'ailleurs curieusement écrit bilingue, c'est-à-dire que même pour parler de la culture flamande, il était de bon ton de le dire en français. C'est pas pour rien que Maeterlinck a écrit en français Verhaeren. Donc il y avait une manière, si tu veux, de s'accrocher à une certaine promotion sociale, soit de dire, soit d'écrire en français, quand bien même le sujet est de défendre la culture flamande. Et moi, j'ai connu ça par cette filière, qui n'est donc pas la filière tournaisienne des Soiles que l'on évoquait tout à l'heure, mais qui est la filière des Jamars, un nom curieusement un peu, qui sonne un peu francophone. Mais les Jamars étaient donc de Gand. Des Gantois. De Gand même ou bien Merelbeek ou Zele. Ah, Zele, voilà. Ça te dit quelque chose? Voilà, ce sont les petits villages sans grand caractère, mais qui sont périphériques de Gand. Tu es dans ce monde-là, tu es dans l'enseignement. Qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur pour te faire un autre choix de carrière? Voilà, alors c'est une évolution assez lente. 15 ans, tu m'as dit à peu près. 15 ans. Je suis enseignant de 1971 à 1983. Et à ce moment-là, une personne que je connais me dit, écoute, il est possible, tu as 34 ans, c'est parfait, il est possible de devenir détaché pédagogique dans les associations de jeunesse. C'est une possibilité qui s'offre à l'enseignant. Il quitte l'enseignement strictement dit et il devient attaché à une organisation de jeunesse reconnue pour vérifier la qualité pédagogique de l'organisation. Et je me dis, sans que ça ne constitue un désaveu du travail d'enseignant, je me dis voilà une opportunité de faire autre chose et je deviens détaché pédagogique de l'autre côté de la place Fernand Koch, rue Mercelis, donc je ne bouge pas beaucoup par rapport à la télé d'Ixelles, qui s'appelle les CJB, Caravanes de Jeunesse Belge, qui est une organisation qui, de longue date, je crois depuis la fin de la guerre, organise et conçoit des voyages pour jeunes, en utilisant les réductions. Tu te rappelles du billet Bige, qui est donc ce billet qui nous permettait de 18 à 25 ans de circuler en Europe à tarif concurrentiel. Et donc tout cela a été géré par plusieurs organisations de jeunesse. Celle dans laquelle je suis rentré à ce moment-là, en 83, ce sont les caravanes de jeunesse belge. Et ça m'a fait découvrir un monde dont j'ignorais tout, qui est celui du monde associatif. Et c'est là que, peu à peu, je m'intéresse aux relations internationales des organisations de jeunesse. Je le fais d'autant plus spontanément que l'organisation où je travaille s'occupe de tourisme. Et donc, je deviens peu à peu familier de ce monde des organisations, en tout cas du volet international des organisations de jeunesse. Je découvre aussi des personnages assez remarquables. Je ne sais pas si le nom de Marcel Icter te dit quelque chose. Donc ce sont des personnes qui ont littéralement fondé, après la guerre, le monde des organisations de jeunesse, en estimant que pour éloigner le danger fasciste, il fallait absolument que les jeunes s'occupent, s'émancipent, et à côté de l'école est un lieu, si tu veux, de vie collective qui les fortifie sur le plan intellectuel ou philosophique, on pourrait dire. Et donc il crée ces organisations de jeunesse, jeunesse syndicale, jeunesse mutualiste, jeunesse et santé, les patros, les scouts. Tout ça commence à se développer et donc il y a quelques personnages très remarquables auxquels je dois beaucoup. Marcel Icter était déjà mort, mais il y avait Étienne Grosjean, Henri Ingberg, des gens qui vraiment géraient ce secteur qui était déjà dévolu à la communauté française, comme on disait. Et donc je découvre ce monde-là. Et à l'issue de mes 6 années de détachement pédagogique,
Étienne Grosjean, dont je te donnais le nom il y a un instant, me dit « Daniel, est-ce que tu ne veux pas coordonner l'agence Wallonie-Québec pour la jeunesse ?» qui était une agence qu'ils avaient créée, francophones, belges et québécois, pour permettre à 300 jeunes wallons et bruxellois de faire des stages au Québec sur un sujet préétabli entre eux, et inversement, 300 jeunes Québécois venaient chez nous. C'était un programme magnifique, qui continue à fonctionner d'ailleurs aujourd'hui, et donc je suis devenu à ce moment-là, j'ai quitté à la fois le détachement pédagogique et l'enseignement pour entrer dans un autre monde, qui est celui de des relations culturelles internationales, si tu veux, puisque les programmes de cette agence dont je te parle, c'est 18-35 ans. Ah, d'accord. Donc il faut recevoir les jeunes, les écouter, ils disent « moi je veux mener un projet avec les Québécois dans le domaine de l'informatique ». J'identifie avec eux quel est le bon partenaire au Québec, et il y avait un financement pour permettre aux jeunes, notamment les plus défavorisés, de faire cette découverte du Québec francophone, que l'on ignore souvent, on ne sait pas ça, donc on croit que le français est au Québec de manière un peu résiduelle, comme ça, comme s'il avait, c'était une réserve d'Indiens. Et en fait, c'est pas ça du tout, c'est 6 millions de personnes totalement engagées dans la langue française et dans sa défense. Pour moi, ça a été un choc. De la même manière que rentrant dans le monde associatif, c'était un choc, de la même manière, arriver au Québec pour la première fois et entendre un douanier à l'aéroport de Montréal qui s'adresse à moi en français. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? C'était quelque chose que je n'avais pas imaginé. D'accord. Alors tu viens de me dire, tu arrives à Québec? À Québec même? Ou bien Montréal? Montréal. 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 C'est là que se situait le bureau québécois de l'agence. Et donc voilà, cet épisode québécois, enfin je vivais à Bruxelles, mais j'allais régulièrement là-bas pour faire la promotion de la Belgique. Il fallait évidemment inciter dans les écoles ou dans les associations les jeunes Québécois à trouver intéressant de se rendre en Belgique et non pas seulement en France ou ailleurs. Et donc voilà, ça a été un travail très passionnant. Et puis de fil en aiguille, j'ai rejoint donc cette administration qui s'appelle Wallonie-Bruxelles International, où je ne me suis plus occupé du Québec, mais d'autres relations, et ce qui ne concernait plus à ce moment-là uniquement la jeunesse, mais qui concernait toutes les classes d'âge. C'est vrai, quand moi je suis passé à Québec, c'est vrai, on est surpris de voir dans cette rue Wallonie-Bruxelles avec le coq et le logo. C'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours une présence qui est là-bas, très active. Et c'est vrai que c'est surprenant. On ne visualise pas ça tant qu'on n'y est pas allé. C'est très curieux. Et ce continent pour toi, c'est combien de temps, ces allers-retours? Ça va durer 4 ans. 4 ans. De 88 à 91. Et après, je m'occupe d'autres choses. Je me suis occupé de l'Afrique, surtout du monde arabe. Et pourquoi? Parce que le patron avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de cela. Et ça me plaisait bien, en fait. J'avais sans doute j'ai dû faire une réponse très positive à l'idée d'être chargé des relations, on dit culturelles, mais c'est plus large que culturel, ça déborde sur l'enseignement, la formation professionnelle, la société civile, et donc à ce moment-là, tout en restant toujours à Bruxelles, je me suis rendu au Maroc, en Tunisie, et donc j'ai commencé à nouer un certain nombre de relations fortes dans ces pays-là. Une autre culture, là. Une autre culture, encore qu'elle est toujours francophone. Oui. Donc il y a, si tu veux, une unité de langue, mais c'est vrai que c'est tout autre chose que le Québec. Le Québec est résolument un pays du Nord et en plus américain. Il est à la fois francophone, mais très américain aussi. Et donc là, je change effectivement une démarche différente. Je me rends au Maroc essentiellement, mais aussi en Tunisie, toujours dans le même but, c'est-à-dire identifier des partenaires pour des
pour des porteurs de projets belges qui veulent se rendre dans ces pays. Des projets universitaires, des projets d'enseignants, des projets de jeunes, des projets d'artistes, des projets d'écrivains, pourquoi pas. Écrivain, Oui, d'écrivain, oui, parce que tu écris aussi. oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà quelque chose en tiroir, un bloc, Un journal. Tu as déjà un journal. J'ai un journal, mais qui n'a aucune ambition D'accord. C'est un d'édition. journal. C'est un journal qui m'est strictement réservé, mais enfin qui me familiarise quand même avec l'usage du stylo. Hein. Donc ça n'est pas rien, et sans doute que ça... Parce que par ailleurs je lis, et donc j'imagine que dans ce Tu travail... écris, tu fais des rapports. Oui, alors il y a une écriture professionnelle Oui. qui est sans doute plus ou moins soignée, mais alors il y a un travail d'écriture qui peu à peu se manifeste dans ce journal, qui est alors un journal tout à fait personnel. Et l'amorce de l'écriture, puisque tu m'amènes peu à peu à ça, c'est évidemment un ami, Raymond de Moussel, qui me dit, lisant quelques pages de ce journal que je lui avais fait lire à propos de ma mère, je crois, il me dit, mais c'est magnifique ça, tu devrais l'éditer, qui est un mot dont j'ignorais jusqu'au sens. Voilà. En fait. Hein, je pouvais imaginer de taper un texte à la machine, de le duplicater et de le montrer à quelques amis, ça c'est quelque chose que je concevais, mais l'idée de porter un texte à un éditeur qui, le cas échéant, l'accepterait et le publierait, ça c'était une C'est déjà démarche. se dévoiler, ça aussi. C'est sans doute déjà se dévoiler, et c'est surtout... On n'a pas un peu peur de se dévoiler au public? Entre amis, ça peut encore aller. Oui, oui, c'est vrai. Et puis on a surtout, au départ, une impression de grande étrangeté par rapport à ce monde, qui est le monde de l'édition. Hein. Et donc c'est lui qui me met la puce à l'oreille, en quelque sorte. Nous sommes en 1994, et mon premier roman, Vent Faste, paraît en 2000. Donc je ne me suis pas non plus précipité chez l'éditeur. Hein, Ça a mûri, l'idée a mûri. L'idée a mûri, le travail a commencé. Et c'est ce journal qui a servi de base On pourrait le dire, on peut le dire. Donc, alors il y a quelques petites déconvenues professionnelles secondaires, mais qui donnent envie d'avoir plusieurs cordes à son arc. D'accord. Et de se dire, tiens, bien alors si, puisque... Dans l'écriture, tu vas retrouver Voilà. cette petite bouée de sauvetage. En quelque sorte. D'accord. En quelque sorte. Ça a dû jouer. Plus alors l'acceptation de l'éditeur de te lire déjà. L'éditeur viendra beaucoup plus tard. Beaucoup Hein. Au plus départ, tard, on se jette à l'eau, D'accord. on donne un récit qui au départ prend quelques pages, une ampleur de plus en plus grande. Au départ, on parle de sa mère et puis on parle de son grand-père, et puis voilà, de fil en aiguille, on imagine, puisqu'à cette époque-là, je voyage quand même assez bien, on imagine des générations antérieures qui se rendent à l'étranger dans leur métier, on utilise des éléments réels de biographie pour donner du sel au récit. Oui, tout à fait. Et puis voilà, cela prend du temps. Donc je te dis, début en 94. Et par les déconvenus, tu n'es pas trop perturbé dans l'écriture? Non, je dirais que ce sont deux registres différents. D'accord, tu gères ça. Et alors il faudrait évidemment poser la question à quelqu'un qui me voit de l'extérieur. Hein. Soi-même, on ne mesure pas forcément. Je suis marié depuis 1990 avec Françoise, hein, comme tu le sais. Donc ça veut dire qu'elle vit ce moment-là aussi. Elle vit ce moment-là aussi. Elle est elle-même écrivain, de notoriété déjà grande. Et donc ça facilite les choses pratiquement. Elle n'a pas joué de rôle incitatif pour que j'écrive. N'empêche que se donnant à elle-même des temps d'écriture tu avais peut-être le côté alimentaire dans le couple. Voilà. Tu avais oui, tout à fait. Tout à fait. Si mais elle vivait de sa plume ou elle travaillait sa plume. Est-ce qu'elle travaillait elle-même? Elle travaillait, elle était professeure de littérature comparée. Donc elle avait un métier à l'époque, mais elle donnait à l'écriture un temps important. Et moi-même, j'ai eu en quelque sorte profité de ça pour installer un temps d'écriture, mais à un niveau beaucoup plus modeste et empirique. Et comment a-t-elle vu que tu prenais l'écritoire aussi? Elle a considéré ça comme une bonne chose. Ah d'accord. Alors, comment a-t-elle vécu la première édition? Oui. Ça, c'est une autre question.
plus ambigu peut-être, hein, Ouais, parce oui. que il y a malgré tout une petite concurrence Voilà. qui s'installe au sein d'un couple, s'il y a deux écrivains présents. Et comment découvre-t-on sa première maison d'édition Alors, on la découvre parce que l'on écrit à plusieurs d'entre elles. Déjà, à ce moment-là. Oui, 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 oui. On écrit à plusieurs d'entre elles. On ne se doute pas même qu'une réponse positive pourrait arriver. Non, d'accord. Et finalement, Il y a quelque chose qui se au passe. bout de quelques mois, Francis Danemark me téléphone en disant, écoutez, nous avons aimé, parce qu'il avait soumis le texte à quelques personnes autour de lui, nous avons aimé Vent Faste. J'ai même l'impression qu'il était pressé à ce moment-là, ou en tout cas inquiet, de voir que ce manuscrit n'ait pas été accepté par d'autres. D'accord. Et donc il a dit, écoutez, voilà, je le prends, ne vous en faites pas, nous allons le retravailler ensemble, nous allons discuter là-dessus, mais je le prends. Ce qui était évidemment une réponse totalement à la fois inespérée et inattendue. Tiens, tu cites Francis Danemark, je viens de repartager encore une promotion pour son atelier d'écriture. Oui, qu'il fait. oui, j'ai vu ça avec sa compagne. Donc tu vois, il là. est toujours là, très actif. Oui, toujours, c'est un homme qui se dévoue beaucoup à la littérature. Alors, puisqu'on parle de lui, il y a quand même eu un moment un peu difficile. Ça a été, quelques années plus tard, le refus du deuxième livre. Voilà. Et là, on touche quelque chose qui est assez significatif, je crois. C'est que, autant on peut admettre que le premier livre ne soit pas accepté, puisqu'on n'a aucun repère personnel de Et sa on ne valeur. comprend pas pourquoi le suivant. Voilà. Et Qui on- a- Exactement. Mais ça On existe encore. Moi, j'ai comprend un pas. ami aussi, il a été édité dans une grande maison 2 fois. Et au troisième Et tout d'un manuscrit. coup, il y a un refus. Alors Là. qu'on a l'impression d'être la cohérence parfaite, Et pourquoi que c'était moins bon. Je ne le crois pas. Et je dirais même que plusieurs témoignages sont venus par la suite disant qu'il était meilleur. Parce qu'il a quand même été édité par après. Il a été édité par Luce Wilquin en 2003, donc 3 années plus tard. C'est curieux, hein? C'est curieux, très curieux. C'est curieux. Et ça laisse une trace. Oui, parce que ça Ça vous blesse. touche, hein. ça vous touche, ça vous blesse plus qu'on imagine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu pour moi, pouvoir je le vis ça. ressentir. Tu as dû connaître Ouais, pas avec mal de beaucoup, monde. C'est tous les jours, hein. Même Voilà. des gens qui sont connus avec des grands noms. C'est toujours le stress de l'envoi du manuscrit. Oui, et alors évidemment, ce stress se répète à chaque volume. Alors on j'ai lui un dit- ami qui a décidé de lui de changer de nom. Ah oui, voilà, pour que chaque fois le livre apparaisse. Alors il s'adresse à Ah, d'autres non. maisons d'édition, mais ça c'est un accord qu'il a pris évidemment, et ça lui permet évidemment de continuer dans une certaine veine, dans la maison d'édition qui le publie normalement. Mais parfois on a envie de s'échapper de quelque chose. Oui, oui, c'est vrai. Il a changé de nom. C'est vrai, c'est curieux. Il fait un tabac. Mais bon. Mais donc ton deuxième bouquin sort, ton deuxième ouvrage sort, donc tu commences à apprécier la présence du public alors, des lecteurs. Oui, oui. Là, il y a une Je finis reconnaissance qui aussi- s'installe malgré tout. Je finis aussi par prendre ce pli Oui. de l'écriture, Voilà. hein, c'est-à-dire que Il y a un plaisir. ce qui c'est- s'est mis en place, à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on sorte de ça. On est dans une espèce d'hygiène quotidienne du travail sur l'écrit, hein, de la phrase qui reste en Et tête, qui chante, qui est là. et voilà, qui chante, qui la nuit, qui progresse, qui tout d'un coup... Il y a une heure qui est très favorable, hein, c'est 5-6 heures du matin, Arrêtez. où, où tout d'un coup des Sur les choses matines, quoi. vous apparaissent de manière comme ça, intuitive, Mhm. hein, alors que la veille vous vous êtes acharné à écrire une belle phrase, mais qui en fait est tout au plus écrit comme un professeur de français, mais n'a pas de valeur, Pas d'âme, quoi. pas d'âme. Mhm. Tout d'un coup, oups, tu as une intuition comme ça à 5 heures du matin. La seule question à ce moment-là est de ne pas la perdre, de la Oui, garder oui. jusqu'à 8 heures pour pouvoir la restituer correctement. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, voilà, ce deuxième livre et le troisième, lui aussi édité chez Luce Wilquin. Donc, Luce Wilquin a été en quelque sorte plus fidèle au choix que ne l'a été Francis Danemark. Qui était tributaire de ça, peut-être d'autres lecteurs au sein du comité Absolument, ou peut-être d'un choix personnel. d'un choix, je dirais alors peut-être plus commercial, Ah, voilà. qui a consisté à dire
Voilà, j'ai fait le plein avec ce premier roman avec Daniel Soil. Je n'en ferai pas, voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Je ne vais pas continuer avec ce garçon-là. Puis tu rencontres un autre personnage dans ta vie, Gérard Adam. Oui, tout à fait. Quels sont tes premiers contacts avec Gérard Adam? Alors, les premiers contacts avec Gérard Adam sont des contacts d'amitié sur les salons du livre, mais à l'époque, il n'est pas forcément question de lui remettre un manuscrit. Et... C'est un homme qui observe avant. Hein? Oui, oui, et avec lequel je dois dire qu'une relation... C'est un homme prudent, il a raison. Tout à fait, mais il est en même temps très amical, et donc Oui. il est d'une grande fraternité dans les premiers contacts comme ça. Il me connaît un peu comme écrivain, Voilà. puisqu'il sait qu'un roman est déjà paru au Castor Astral, et un deuxième chez Luce Wilquin. Je reviens, à ce moment-là, il faut dire que donc, dans ma promotion professionnelle, j'ai été à ce moment-là désigné délégué Wallonie-Bruxelles au Maroc et en Tunisie. Donc je m'expatrie à ce moment-là, ce que je n'avais jamais fait jusque-là. Voilà. Donc entre 2004 et 2015, j'ai vécu successivement au Maroc et en Tunisie. Et donc à ce moment-là, se pose le problème de contacter des éditeurs belges, mais de le faire d'un peu plus loin, puisque je ne vis pas quotidiennement ici. Et je confie alors le manuscrit d'un roman qui va s'appeler En tout, à Gérard Adam. Il y a eu 2 ou 3 publications entre les deux, notamment un livre qui paraît en France, dans une petite maison d'édition à Pau, qui s'appelle Les Ateliers Inuits, avec un jeu de mots sur cette peuplade québécoise c'est ça qui s'appelle Inuit, ou qui publie un livre que j'ai donc consacré à une amitié masculine. Et ce roman s'appelle Inéluctable. Et puis voilà, Gérard Adam donc accepte le manuscrit de... C'est un travailleur au niveau des textes. Et alors il a une complicité avec ses auteurs qui est formidable. Il n'y a aucun rapport d'orgueil ou d'étrangeté. Il est vraiment solidaire de votre texte et il cherche, avec de très bonnes remarques d'ailleurs, à l'améliorer en disant voilà, travaille là-dessus, refais cela, ne fais pas comme, mais au contraire développe plutôt un point de vue plus personnel à tel ou tel endroit. Alors quelle muse as-tu rencontré en Afrique du Nord, dans l'écriture? Qu'est-ce que tu as, les souvenirs que Alors tu as évidemment, ça a transpiré. chaque voyage à l'étranger a apporté son lot d'images. Déjà dans le premier Vent Faste dont nous parlions, ça se passe en Albanie. Et donc je suis allé en Albanie dans le cadre de mon métier, et donc cela nourrit des paysages, ou cela nourrit le roman de paysages, de rencontres humaines, qui donne au livre ça, j'allais dire son exotisme, mais ce n'est pas ça. Mais là, en Afrique du Nord, c'est tout à fait une autre ambiance. Et en Afrique du Nord, effectivement, donc il est certain que au Maroc, il y a d'abord je découvre le Sud, et donc le sous-développement. Je me remémore des choix politiques que j'avais pu faire à l'époque de l'université, qui m'avaient amené à prendre fait et cause pour des exilés marocains qui protestaient contre l'absence de liberté dans leur pays sous le roi Hassan II. Et donc, étant au Maroc, je redécouvre cela que j'avais un peu oublié. Et donc, je me retrouve à refréquenter des contacts de gens qui sont dans l'air du temps de l'époque, c'est-à-dire avec un roi un peu plus ouvert, qui autorise la parole progressiste ou appelons-la associative à s'exprimer. Donc voilà toute une série de rencontres et qui vont nourrir mon travail d'écrivain. Ça va se prolonger en Tunisie. C'est à l'époque du putsch, ça, non? Le putsch, c'était quand? Non, le putsch était avant. C'était encore avant, Hassan II est mort, Mohamed VI
en 2000 a pris le oui, ça, pouvoir, d'accord. c'est après. Et donc là, on vit dans une période qui est plutôt positive parce que le roi reconnaît la répression qui a été vécue sous son père, accorde des réparations aux familles qui ont été abîmées par cette répression. Donc il y a tout un processus, un peu comme en Afrique du Sud, de réconciliation, D'accord. qui n'est pas complète, mais qui est quand même menée relativement loin. Donc tout cela a été passionnant à observer de bons postes de diplomates culturels belges. Et de la même manière, en Tunisie, ce qui intervient donc à partir de 2008, je vis en Tunisie sous Ben Ali, qui est donc cet homme qui menait quand même son pays sous une poigne de fer avec un régime très policier, très surveillant de tout ce qui se passait, très répressif de toute vie associative indépendante. Je vis cela pendant 2 ans, 2009-2010, et la révolution tunisienne intervient alors que je suis à la moitié de mon mandat. Voilà. Et donc je vis cette révolution, et puis je vis les 2 années qui suivent, à la fois les moments forts et enthousiasmants, aussi les déceptions et les choses qui marchent moins bien. Et tout cela fait l'objet d'un travail d'écriture que je suis occupé à finaliser ces jours-ci. Et donc il y aura, Inch'Allah comme on dit, il y aura Inch'Allah un roman tunisien qui va être soumis aux éditeurs, et on retrouve là le trac dont on parlait tout à l'heure, où on repart en quelque sorte de zéro. On pense bien que peut-être un éditeur français pourrait s'y intéresser, s'agissant de la Tunisie, qui est quand même un ancien protectorat français, et où la France conserve un grand nombre de sympathisants là-bas qui pourraient être intéressés par un roman comme celui-là. On a rencontré d'innombrables Tunisiens durant les 7 années où nous avons vécu là-bas, et donc cela donne un lectorat potentiel pour un roman qui les concerne. Et puis il y a peut-être un éditeur belge, pourquoi pas Gérard Adam, qui pourrait, par amitié, mais peut-être aussi par intérêt pour le manuscrit, le reprendre à son compte. Donc ces trois portes, je vais les ouvrir dans les semaines qui viennent. D'accord. Un autre problème que tu as dû connaître au cours de ta vie, ce sont des équipes. Alors, à quel moment estime-t-on que le manuscrit est prêt à être envoyé? Est-ce qu'on n'est pas dans la relecture perpétuelle? On a cette tentation, parce qu'à la relecture, on trouve toujours quelque chose. Et donc on se dit, n'envoyons rien, retravaillons. Il y a une limite à ça, parce qu'à un moment donné, la folie vous gagne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on recorrige, mais on revient sur des versions antérieures que l'on trouve finalement pas si mauvaises que ça, que l'on a voulu corriger à un moment donné, et auquel on revient. Donc là, ça c'est un processus un tout petit peu destructeur, Tout à fait. auquel il faut pouvoir mettre un terme en disant, voilà, maintenant je n'y touche plus, et tel qu'il est, même s'il y a l'une ou l'autre imperfection, eh bien je l'envoie, et puis on verra bien ce qui se passera. Oui, mais c'est vrai que c'est un stress permanent de la relecture, la relecture. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que si on le donne à Pierre, Paul, Jacques, Jean, il viendra toujours mettre aussi ses petites épices en expliquant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut trancher et se dire, bon, maintenant, je ferme l'enveloppe. Voilà, Est-ce qu'il y a une concurrence entre les éditeurs pour dire, je connais l'auteur, j'attends son ouvrage? Pourquoi est-ce qu'il l'envoie à lui et pas à moi? Est-ce qu'il y a ce genre de... Non, je crois comment ça se vit, ça? À mon niveau, à part évidemment Gérard Adam, qui pourrait, le cas échéant, attendre un manuscrit, je crois que pour les autres, ma notoriété n'est pas si grande qu'ils attendent un manuscrit de ma part. Peut-être que les éditeurs tunisiens, on verra, mais peut-être qu'eux vont être flattés qu'un écrivain belge puisse s'investir à ce point dans une histoire qui les concerne. Mais c'est à double tranchant.
parce que soit ils trouvent ça bien et ils l'apprécient, soit au contraire, ils estiment que c'est leur histoire et ils n'ont pas trop envie qu'un étranger, entre guillemets, Oui, d'accord. s'en empare. Et ils disent, mais tu sais que il y a eu des films sur la répression contre les Noirs aux États-Unis, d'une certaine Catherine Bigelow, qui est une metteuse, qui est une réalisatrice blanche, qui a fait de magnifiques films sur la répression des Noirs à l'époque de Martin Luther King, par exemple, et auxquels les Noirs ont dit, écoutez, votre film est très bien, mais c'est notre histoire. Vous auriez dû nous la laisser. On est jaloux de ce que vous avez pu faire avec notre histoire. Donc, c'est à double tranchant, et par rapport à un événement comme la Révolution tunisienne, il n'est pas sûr qu'un éditeur tunisien soit tellement heureux de voir un étranger. Alors, étranger, en ce qui me concerne, c'est à mettre entre guillemets, parce que, ayant vécu là-bas 15 ans, les gens me considèrent un peu comme quasi-tunisien, si tu veux. Et donc, il y aura peut-être de leur part un accord sur ce texte. On verra bien. Dans les travaux d'écriture, est-ce que tu as d'autres projets qui ne sont pas encore finalisés alors qu'ils sont dans les tiroirs depuis des années? Oui, oui, ça existe, bien sûr. Ça existe. Il y a des Toujours manuscrits. dans le roman? Toujours dans le roman. Toujours dans le roman. Toujours dans le roman. Tu n'as jamais fait d'essai? Non. Non, ça, je pense qu'un essai demande, si tu veux, exige une précision scientifique que je ne suis pas sûr de pouvoir apporter, maîtriser. Ce qui pourrait... Bon, je dis ça parce que tu as observé la société tunisienne. Oui. Tu aurais pu faire un essai sur... C'est vrai. Sur ce Et il est parlé. possible d'ailleurs que ce roman dont je te parle contienne des éléments documentaires. Voilà, oui. Donc ça, je ne refuse pas, d'autant plus que le roman, la partie romanesque ne concerne que les personnages dans leurs relations interpersonnelles. Il y a une histoire d'amour que j'invente et qui prend place dans l'événement objectif. Je n'ai pas inventé la révolution tunisienne. Celle-là, je la raconte d'un œil subjectif forcément, mais ce que je dis est vrai. Donc il y a une dimension journalistique dans le roman, mais dans lequel j'introduis des personnages qui ont leur densité propre et des relations, des accointances ou des inimitiés qui naissent. Et c'est là que la partie romanesque joue son rôle, si tu veux. Mais non, ce qui pourrait, est-ce que j'en suis capable, je ne sais pas, mais ce qui pourrait être une évolution possible, c'est l'écriture poétique. C'est-à-dire que, parvenant à se débarrasser d'une narration, qui a toujours été jusqu'ici une sorte de fil que j'ai toujours considéré comme indispensable, est-ce que je suis capable d'une écriture dont la narration serait retirée et qui ne vaudrait que pour la musique. Que pour la musique. Tu es musicien? Tu es mélomane? Je suis mélomane, j'ai été musicien. D'accord. Donc la musique des mots, la musique, dans la j'y poésie, suis sensible. Tu es sensible. Je suis sensible à la poésie, je suis sensible à la lyre. L'autre jour, j'étais chez un anniversaire d'un ami et j'ai lu, tu connais certainement Miloš. C'est un poète polonais qui a eu son heure de gloire dans l'entre-deux-guerres, qui est une période que j'aime beaucoup. Et donc j'ai lu un poème de Miloš. J'aime ça. C'était ton choix. Ou bien on te l'a suggéré. Non, c'était mon choix. C'est mon choix. Donc, si tu veux, je suis sensible à ça. Mais je n'en suis... Mon idée à l'heure actuelle, c'est de dire que je n'en suis pas capable. J'aurai toujours besoin d'un fil narratif. Alors, quand on fait de la poésie qui a un fil narratif, ça s'appelle une élégie. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire, mais on la raconte en accordant la priorité à la musique de la phrase. Mais l'idéal, si on peut dire idéal, ce serait d'arriver à manier les mots sans qu'on ne raconte quoi que ce soit. Non, ma question était un petit peu quand je parlais de l'essai, parce que là c'était un petit peu soulever un autre voile
d'un pan de ta vie, c'est la réflexion philosophique sur les choses. Oui, oui, Encore une philosophique ou en tout cas politique. Politique. Politique, certainement. On l'essaie, peut y amener. Oui, c'est vrai, mais je te dis, c'est alors, on pourrait imaginer ça, mais l'autre inquiétude alors, ce n'est pas tant d'être capable d'une musique agréable, c'est être capable d'une exigence scientifique suffisante pour dire des choses qui relèvent d'une précision historique, incontestable. Et là encore, j'ai des limites, je crois. Tu vois? Alors peut-être que ça va être encore un roman, après. Un roman. Hein, parce qu'après tout, il y a encore des pays dont je n'ai pas parlé, il y a encore des... Là, quand tu parlais d'un manuscrit dans le tiroir, il y en a effectivement un qui s'est écrit pendant la période marocaine, et que je pourrais éventuellement remettre au jour par la suite. C'est emmener Françoise en vacances à nouveau. Alors. Elle-même a ses propres projets, elle est évidemment dans une ambition littéraire qui est encore bien plus grande que la mienne. Hein. Intarissable, donc. Oui, sans doute. C'est toujours là, l'écriture. Oui, c'est vrai, une phrase somptueuse qui se prolonge. Oui. C'est vrai. Là, il y a un vrai talent qui va au-delà du travail. Oui. Oui. Je pense qu'on a passé un bon moment, Daniel. Mais on en a tout cas, j'en suis ravi. Pas mal de souvenirs, et c'est très bien. Tout à fait. Moi, je te découvre, évidemment. Je te connais par les écrits. La vie, je ne connais pas. Donc, je viens de soulever de grands pans de ta vie. Et moi-même, je ne te connais pas personnellement. Par contre, je me souviens d'une fréquentation régulière de la librairie à Knock. Oui. Et je me souviens de ce signet oui, sur lequel figure ce tigre de l'abysse. Le tigre de l'abysse. Et je trouve que là, on s'en souvient toujours. On s'en souvient toujours. On n'oublie pas ça. Cette couverture, cette liseuse. Une liseuse, on fermait le livre. L'ombre solaire a y taché les bouquins. Voilà, exactement. La librairie était avenue du Littoral. C'est ça, bien sur le coin. Sur le coin. Et donc j'ai officié pendant 10 ans. Il y avait un espèce d'étage où parfois ça. tu étais, Oui. puis tu descendais, tu remontais. Donc ma mère, de son vivant, mais là tu étais encore trop jeune que pour être gérant de la librairie à l'époque. Donc tu as eu au fond un prédécesseur. Oui, il y avait des prédécesseurs. Et moi j'étais employé là-bas, je veux dire, les 10 dernières années que c'était encore Cormand, voilà. Avant d'être mis à la librairie. Et alors il y avait cet homme qui était à Bruxelles et qui s'appelait Charles Paron. Oui, ça c'était celui qui gérait aussi à la... Avenue des Colonies. Voilà, c'est ça. Et puis avenue rue Ravenstein. Rue Ravenstein, mais ça date des années qu'on était tout jeunes, on était encore en short là presque. Oui, mais la rue Ravenstein, en 1970, elle existait toujours. Oui. Donc c'était quand même une librairie de référence. Tout à fait. Et singulièrement celle de Knock, parce que finalement à Knock, tu y vas spontanément. Je veux dire, si tu te promènes à Knock, l'arrêt, je dirais, naturel, c'est d'entrer, d'entrer chez Cormand et de trouver des livres. Tu avais signalé ton intérêt pour ce roman dont j'ai reparlé, Flamand des vagues, de Jan van Dorp, qui fait partie de ces romans qui étaient à la fois par leur contenu et aussi peut-être par leur actualité liée à la côte belge. J'imagine que tu l'as eu sur les tables. Oui, on l'a eu. Quand tu étais libraire. Carré, comme ça que j'ai encore, qui est là-bas, bien épais, le flamand. Donc ça te parle. La légende de Taylor Spiegel, ça te parle. Barognan en parle tout le temps aussi, ça. Oui. Un grand spécialiste. Et Marc Wachbeur en parle aussi, parce que ce sont des personnes qui sont amenées à promouvoir la littérature belge. Oui, c'est sur la table, lui, tu vois, voilà. Voilà, les balises. Voilà, ce sont des bibles. Ce sont des bibles, ce sont des sommes. Il y a là-dedans, il y a toute la littérature est là-dedans. Toute la littérature belge est dans l'histoire de la littérature. Parmi mes adhésions à la littérature belge, il y a un homme que tu connais, mais que tu n'as pas oublié, même si beaucoup de gens l'ont oublié, c'est Daniel Gilles. Eh bien, ça ne me dit rien. Ah non.
Non. Il a écrit le Festival de Salzbourg, il a écrit d'autres livres, tu te renseigneras. Son nom complet, c'est Daniel Gilès de Pélichy. Ah, Gilès de Pélichy, oui, il y en a son conte de Gilès de Pélichy. Bon, oui, mais lui, il ne se réclame pas de ça. Il est écrivain, D'accord. il est mort sans doute très certainement, mais il a écrit plusieurs romans qui ont paru en France chez Lafon, je crois, donc il avait un éditeur français tout à fait apprécié. Et c'est une incrustation belge très forte dans les milieux catholiques de l'entre-deux-guerres. Je te propose de retrouver ça. Daniel Gilès. Bon, c'est une époque antérieure de la littérature, l'époque de Robert Goffin, l'époque de... Pas oublier que moi j'étais acteur pendant 30 ans, isolé de tout ce petit monde-là. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, tu voyais quand même les livres passer. Tout à fait, oui. Enfin voilà. Très bien. Je te remercie beaucoup. Merci à toi de m'avoir